Mais qu'est-ce qui s'est vraiment noué dans ces champs? Quelle étincelle silencieuse pourrait enflammer le monde alors que tout semblait immobile? Pour comprendre la portée de ce geste, il faut remonter le fil de l'histoire, observer les précédents, les échecs et les victoires qui ont jalonné la longue route de l'émancipation économique. Et si une simple poignée de main dans un champ de coton bouleversait l'équilibre mondial? Imaginez, juillet 2025, Bobo Dioulasso. Pas de bombardement, mais un grondement sourd, persistant. Des tracteurs étincelants avancent lentement sur la terre burkinabé. Chaque sillon qu'ils tracent promet plus qu'une récolte. Il dessine la possibilité d'un nouveau monde. Ce qui se joue ici n'est ni une aumône, ni une dette masquée, ni la charité d'une grande puissance. Cette fois, il s'agit d'un échange inédit. Coton contre machine, savoir-faire contre espoir, sans intermédiaire, sans le sceau des anciennes métropoles. C'est une alliance tissée au fil de la réciprocité, de la reconnaissance mutuelle et de la volonté de se hisser ensemble hors de la dépendance. Pour la première fois, le contrat n'est pas rédigé dans une langue distante, mais dans celle des cultivateurs. Ce détail, en apparence anodin, incarne une révolution silencieuse mais réelle. La souveraineté ne s'impose plus, elle se négocie et se raconte désormais avec les mots de ceux qui vivent la terre. On se souvient de la conférence de Bandung en 1955, où déjà les nations du Sud réclamaient le droit de parler pour elles-mêmes. Mais ici, aucun discours n'est nécessaire. Le pouvoir se lie dans la simple compréhension d'un contrat, dans la capacité à dire oui ou non, à négocier sans traducteur ni interprète. Pour illustrer cette réalité, il suffit de se pencher sur les chiffres du commerce mondial. Pendant plus de 40 ans, le coton africain se vendait en moyenne 30% moins cher que celui des États-Unis, alors même que la qualité n'avait rien à leur envier. La différence? Une chaîne logistique contrôlée par d'autres, des subventions massives aux producteurs du Nord et l'absence de poids dans les négociations. Ignorer ce moment serait passer à côté d'un basculement historique, la naissance d'un modèle qui redéfinit la dignité et la justice, non seulement pour le Burkina, mais pour toute une génération. Ce n'est pas la première fois qu'un pays tente de sortir du cercle vicieux de la dépendance. Rappelons-nous de la révolution verte en Inde dans les années 60, ou encore du miracle coréen où l'éducation et l'industrialisation ont permis à un pays de se hisser du rang des plus pauvres à celui des puissances économiques. Mais ici, le contexte est différent. Il ne s'agit pas d'imiter, mais d'inventer. Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut d'abord comprendre la conjoncture unique qui l'a rendu possible. Pendant des décennies, le Burkina Faso a vendu son coton à vil prix, exportant balle sur balle pour importer à prix fort des machines venues d'ailleurs. Chaque transaction creusait davantage la dette et renforçait la mainmise de décideurs lointains, Washington, Bruxelles, Paris. Les règles n'étaient jamais écrites ici. La balance penchait toujours du mauvais côté et la pauvreté s'installait, génération après génération, comme une fatalité. Mais au début du mois de juillet 2025, un vent nouveau a soufflé sur le pays. Pour la première fois, le Burkina Faso a signé un accord commercial bilatéral sans précédent avec le Bangladesh. Ce n'était pas une simple vente, ni une faveur accordée par le Nord. C'était une rupture. Désormais, le coton burkinabé part directement vers l'Asie du Sud, sans passer par les intermédiaires européens qui, jusque-là, prélevaient leurs commissions et imposaient leurs conditions. Fini le temps où le prix du coton était fixé sans les cultivateurs. Fini la charité déguisée en générosité. Cette fois, le contrat consacre un prix juste aux producteurs, un transfert réel de savoir-faire et des investissements dans les machines, la formation et l'humain. Plus encore, il s'accompagne d'un échange de compétences. Des ingénieurs bangladais viennent former les techniciens burkinabés à l'entretien des nouvelles machines, tandis que des agronomes locaux apprennent à optimiser leur rendement sans sacrifier la biodiversité. La coopération s'inscrit pour la première fois dans la durée, avec une vraie logique de développement. Les jeunes du pays ne sont plus condamnés à l'exil pour survivre. Ils peuvent apprendre, travailler, bâtir un avenir sur leur terre, pour la première fois depuis des décennies. On se rappelle des années 90 où des villages entiers voyaient leurs fils partir pour l'Europe, espérant un travail souvent précaire. Aujourd'hui, la fuite des cerveaux s'inverse. Certains reviennent, forts d'expériences acquises à l'étranger, pour contribuer à la transformation locale. Autre révolution, les contrats sont rédigés en mor, en dioula et dans toutes les langues nationales. Les agriculteurs comprennent enfin les termes de leur propre avenir. Ce geste, à la fois symbolique et politique, redonne confiance et pouvoir aux populations.
On se souvient de la signature de la première constitution sud-africaine multilingue qui avait marqué un tournant dans la reconnaissance des identités. Ici, le même principe s'applique à l'économie. Comprendre, c'est déjà posséder. Laisser l'ancien système perdurer, c'était accepter la pauvreté, la fuite des talents, l'abandon des infrastructures. Oser ce nouvel accord, c'est briser les chaînes de la dépendance et ouvrir la voie à une dignité retrouvée. Ici, la question n'est plus seulement économique. Il s'agit de souveraineté, de justice et du droit de fixer soi-même la valeur de son travail. C'est aussi la possibilité de réinvestir les profits dans la santé, l'éducation et l'innovation, plutôt que de voir les richesses s'évaporer à l'étranger. Mais cette audace s'accompagne de risques, car bouleverser les règles du commerce mondial, c'est aussi défier des intérêts puissants et s'exposer à des pressions inédites. On se souvient du blocus imposé à Cuba après la Révolution ou des sanctions contre l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Ici, le risque n'est pas militaire, mais économique et diplomatique. Rien ici n'est don ni faveur conditionnée. Tout découle d'un accord conclu à égalité avec le Bangladesh sans intermédiaire. Cet échange inédit crée de l'emploi, forme des jeunes aux techniques agricoles modernes et propulse des ouvrières, autrefois invisibles, au rang de chefs de coopératives ou d'ingénieurs. Parfois, des étudiants burkinabés franchissent mer et frontières, apprennent à Dhaka, puis reviennent partager un savoir neuf et pragmatique. Quand un pays, contre toute attente, ose dire non aux vieilles règles, le monde écoute, puis se crispe. Au Burkina Faso, le refus de plier s'est d'abord incarné dans des gestes concrets, visibles jusqu'aux confins des villages. Plus de 400 tracteurs flambant neufs, 68 000 tonnes d'engrais et des kilomètres d'irrigation solaire transforment des sols jadis poussiéreux en champs féconds. Ce ne sont pas de simples chiffres. Chaque tracteur, chaque tonne d'engrais, chaque puits solaire représente une famille qui espère, une coopérative qui se professionnalise, une communauté qui se relève. Prenons l'exemple de la coopérative de Koudougou. Avant l'accord, elle peinait à écouler sa production et ses membres vivaient dans l'incertitude. Un an après, grâce à l'achat garanti du coton et aux formations reçues, les rendements ont doublé et les revenus ont permis de financer la construction d'une école. Les enfants n'ont plus à marcher des kilomètres pour apprendre à lire. Dans Ouagadougou, on remarque des routes réparées, de nouvelles usines là où il n'y avait que des hangars vides et un accès inédit aux soins pour des milliers de familles. Mais la vraie révolution s'incarne dans le quotidien. Un chef de village qui signe son premier contrat, une étudiante fascinée par le textile bangladais, une ingénieure qui supervise l'installation d'une pompe solaire. Chacune de ces histoires rend la métamorphose tangible, humaine, indéniable. À l'international, la secousse ne passe pas inaperçue. À Bruxelles, on relativise, parlant d'un symbole. À Washington, on murmure, inquiet, sur le précédent dangereux. Les diplomates craignent l'effet domino, la contagion de l'audace. Mais derrière chaque avancée, le doute persiste. Combien de temps cette autonomie fragile résistera-t-elle? Le pays doit maintenant affronter une réalité plus complexe, où chaque choix compte double. Un faux pas, et la confiance patiemment construite pourrait s'effriter. Mais l'histoire enseigne que les plus grandes transformations s'accompagnent toujours d'une zone d'incertitude. Le risque, être mis à l'écart, subir la foudre d'une bureaucratie mondiale attachée à l'ancien ordre. Pourtant, dans ce climat tendu, la résistance s'organise. Les coopératives s'unissent, les entrepreneurs innovent et la jeunesse murmure qu'un autre avenir est possible. L'impact dépasse déjà les frontières, suscitant l'espoir et la curiosité bien au-delà d'un simple troc de coton. La pression monte dans l'ombre, des investissements promis se font attendre, les discours se nuancent, les incitations à revenir dans le rang se multiplient. Le Burkina Faso sent que le vent tourne. La question morale émerge, la dignité se paie parfois du prix fort, isolement, retard, représailles économiques. C'est le jeu de la carotte et du bâton, bien connu depuis la guerre froide, où l'aide et la menace allaient de pair pour contenir les velléités d'indépendance. Et si ce qui s'est joué un jour dans un champ de coton pouvait se reproduire ailleurs? Cette question, autrefois taboue, circule désormais dans les couloirs feutrés des ministères, sur les bancs des universités et au cœur des marchés de toute l'Afrique. Depuis l'accord inédit entre le Burkina Faso et le Bangladesh, une onde de choc parcourt le continent. Dans les coopératives agricoles, comme dans les amphithéâtres, le débat s'intensifie.
La question de la légitimité et de la souveraineté s'invite partout. Pourquoi laisser d'autres fixer la valeur de nos ressources? Pourquoi importer engrais ou machines selon des règles dictées à Paris, alors qu'un partenariat d'égal à égal est devenu pensable? Mais ce réveil suscite des remous. Les puissances occidentales observent, inquiètes. Certaines ajustent discrètement leur aide, d'autres exercent des pressions en coulisses, craignant un affaiblissement du système dont elles profitent. Le moindre succès burkinabé devient une menace potentielle. Et si d'autres pays suivaient? Le modèle fait des émules. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, des voix se lèvent. Pourquoi le cacao, l'or ou le lithium ne pourraient-ils pas, eux aussi, échapper au circuit imposé et être échangés à un prix choisi localement? On se souvient du mouvement de l'OPEP dans les années 70, où les pays producteurs de pétrole avaient imposé leurs propres conditions au marché mondial. Aujourd'hui, la tentation de faire de même pour d'autres matières premières grandit. Peu à peu, la posture change. Plutôt que d'attendre l'aide ou les directives extérieures, une nouvelle génération de leaders, de professeurs, de coopérateurs parie sur la construction collective. On ne mendie plus. On propose, on exige, on négocie. Cette dynamique rappelle les premières années de l'Union européenne, où les nations, jadis rivales, ont appris à coopérer pour créer une prospérité partagée. Mais au-delà des grandes stratégies, une question demeure. Comment traduire cette expérience en actes concrets, dans nos vies, nos quartiers, nos sociétés? Loin des projecteurs, c'est l'engagement individuel et collectif qui donne chair à cette transformation. Pour la jeunesse africaine, tout bascule. Hier, partir semblait être l'unique horizon. Désormais, beaucoup veulent bâtir leur avenir ici. Les rêves d'exil cèdent la place à de nouveaux projets. L'espoir s'ancre, transformer, s'enraciner et être fier de contribuer à la prospérité locale. On observe une hausse des inscriptions dans les filières agricoles, signe que le secteur a retrouvé ses lettres de noblesse. Désormais, l'enjeu dépasse le local ou le national. Le succès ou l'échec de ce modèle pourrait entraîner un effet domino sur tout le continent et bouleverser les équilibres internationaux. Les lignes bougent, et avec elles, les certitudes qui régissaient le monde depuis des décennies. On assiste peut-être à la naissance d'une nouvelle ère, celle où l'Afrique ne sera plus seulement le grenier du monde, mais aussi son atelier, son laboratoire d'innovation et de résilience. Au cœur de ce mouvement, la souveraineté prend un sens nouveau. Il ne s'agit plus seulement de posséder son territoire, mais de transformer ses propres matières, de fixer leurs valeurs soi-même, d'écrire enfin son récit collectif. Créer de la valeur chez soi, décider de son histoire, voilà l'enjeu central. Les exemples abondent. Au Rwanda, l'exportation de café transformé localement a décuplé les revenus. Au Maroc, l'industrie des phosphates s'est mondialisée grâce à une stratégie d'intégration verticale. La réponse ne viendra pas d'en haut, mais bien de chacun. C'est dans les gestes du quotidien que s'écrira la suite de cette histoire. Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur à Waïgouya qui, inspiré par l'accord, décide de lancer une entreprise de transformation de coton bio. Ou d'une institutrice à Dédougou qui adapte l'enseignement aux réalités locales pour préparer ses élèves à devenir des acteurs de la nouvelle économie. La dignité se lit dans les gestes simples. Quand une famille décide de rester et de restaurer sa maison plutôt que de partir, c'est un choix, non une soumission. Quand un agriculteur relit son contrat rédigé en moret, il se sent exister. Quand une jeune femme devient chef d'atelier, c'est toute une génération qui ose rêver plus haut. La fierté n'est plus un slogan vidé de sens. Elle se perçoit dans le regard des mères qui voient leurs enfants franchir le seuil d'une école rénovée, dans la poigne d'un ouvrier assemblant un tracteur neuf, dans la voix grave de Madou, vieux paysan, qui parle enfin de son métier avec respect. L'espoir circule, d'abord fragile, mais il s'enracine chaque saison. La révolution véritable commence-t-elle lorsque la dignité devient le pacte fondateur d'une société? Cette question flotte, insistante, alors que les caméras se sont détournées. À Bobo-Dioulasso, loin des regards extérieurs, ce sont les habitants qui refont les routes. Les puits creusés, les marchés couverts, les écoles réparées, tout cela ne doit plus rien à l'attente, tout au collectif. Les jeunes, autrefois happés par le rêve d'Europe, trouvent désormais du travail sur place, inventant de nouveaux métiers avec leurs mains et leur énergie. La leçon est là, brûlante. Chaque peuple doit fixer la valeur de son travail. Ce droit,
trop souvent confisqués, fondent la justice véritable. Rien n'est écrit d'avance. La dépendance n'est pas une fatalité, mais un héritage que l'action collective peut briser. À Ouagadougou comme à Chittagong, la même vérité s'impose. Choisir ce qui compte, c'est reprendre le pouvoir. Mais cette leçon peut s'effacer. Ignorer ce chemin, c'est risquer la rechute, l'immobilisme, l'oubli de ce que le progrès se construit. Il ne s'importe pas. Ici, l'enjeu n'est pas seulement le futur d'un pays, mais la possibilité pour chaque nation de réinventer son contrat social. Mais comment avancer concrètement? Plusieurs étapes se dessinent. D'abord, renforcer les coopératives locales, pour mutualiser les moyens et peser dans les négociations. Ensuite, investir dans la formation, pour que chaque jeune puisse devenir moteur de l'innovation. Enfin, nouer des alliances stratégiques, non seulement avec des partenaires traditionnels, mais avec d'autres économies émergentes, comme le Vietnam ou le Brésil, qui partagent souvent les mêmes défis. Le Burkina Faso offre un miroir au monde. Ce n'est pas un miracle isolé, mais une émancipation concrète portée par la reconnaissance de chaque main, chaque voix, chaque rêve. Le modèle burkinabé inspire, car il prouve qu'en défiant les systèmes géants, la dignité collective peut infléchir l'histoire. On peut évoquer l'exemple du Botswana, qui a su imposer ses conditions dans l'extraction du diamant, ou celui du Chili, qui a nationalisé ses mines de cuivre pour financer l'éducation. La question demeure, en suspens, serons-nous capables, nous aussi, de changer de regard et d'embrasser ce nouveau paradigme? La tentation du retour à l'ancien ordre sera forte, surtout si la transition s'accompagne d'obstacles. Mais l'histoire prouve que les sociétés qui persistent, qui adaptent et innovent, finissent par tracer leur propre chemin. Mais tout cela repose sur un équilibre fragile, car chaque avancée crée de nouvelles tensions, et le monde extérieur observe, prêt à réagir. L'expérience burkinabé sera scrutée, critiquée, imitée ou combattue. Mais elle a déjà ouvert une brèche, montré qu'un autre commerce mondial est possible, fondé sur la dignité et le respect. Et si, en ce moment même, l'avenir de la justice mondiale se décidait dans la poussière brûlante des champs de coton africains? Ne détournez pas les yeux. Ce qui vient de se jouer entre le Burkina Faso et le Bangladesh est bien plus qu'un simple contrat. C'est la rupture discrète avec une dépendance forgée il y a plus d'un siècle, et la naissance d'un nouveau rapport de force. Pour la première fois, une nation longtemps reléguée à la périphérie a refusé le rôle qu'on lui imposait. Elle a exigé d'être reconnue à sa juste valeur, d'imposer ses règles. Ce choix courageux résonne bien au-delà des chiffres ou des bourses. Il touche à la dignité, à la souveraineté, à ce droit fondamental de chaque peuple à décider de son destin. Ignorer ce changement, c'est accepter que la dignité ne soit plus qu'un mot creux, qu'un slogan usé. Mais ce qui se passe ici n'est pas un simple sursaut. C'est le début d'une transformation, d'une revendication que personne n'attendait et qui pourrait bien bouleverser l'ordre établi. Il ne s'agit pas seulement d'économie. C'est une onde de choc qui secoue jusqu'aux fondations de l'aide internationale, qui interroge nos idées reçues sur l'équité et le pouvoir. Quand une poignée d'agriculteurs peut modifier les règles du jeu, que reste-t-il des anciens empires? Imaginez, des tracteurs rutilants, non plus donnés comme aumône, mais livrés en échange d'un coton payé à sa vraie valeur. Ce sont des outils et du savoir partagé, d'égal à égal, qui, aujourd'hui, changent la récolte et demain, les trajectoires de vie. Ce geste aurait pu rester isolé, mais il a percé la muraille invisible du commerce mondial. Le modèle burkinabé montre à toute l'Afrique, et au-delà, que la souveraineté ne s'attend plus. Elle se bâtit, se négocie, se conquiert grâce à l'innovation et à la solidarité. Ce n'est plus un rêve, c'est un précédent. Un appel à l'audace pour tous ceux qui n'acceptent plus de subir. La vraie question n'est plus de savoir si cette révolution aura des conséquences. Elle en aura. Reste à choisir de quel côté de l'histoire vous vous placerez. Serez-vous spectateur de la transformation ou acteur, porteur de ce changement pour vous-même et pour les générations qui suivront? Alors, la prochaine poignée de main sera-t-elle la vôtre? Car ignorer ce moment, c'est risquer de voir s'éloigner la chance d'une justice mondiale véritable, et d'être condamné à l'impuissance face à une bascule irréversible. C'est à vous de décider. Osez débattre, interroger, partager. Que signifie pour vous la dignité, la souveraineté, la justice, ici et maintenant? Ce mouvement est né dans les champs de coton, mais il ne s'arrêtera pas à leurs frontières.
car chaque révolution, pour durer, doit être relayée, adaptée, enrichie par celles et ceux qui en héritent.